je vais aborder un chapitre qui paraîtra plus étrange, et je l'espère qu'il sera abordable, sur la mythologie et les planètes et le rapport avec les dents. Donc on a vu que la latérale, par rapport à l'éléphant, elle représente la sagesse. Or, en mythologie, qu'est-ce que c'est que la sagesse? Alors, prenons un petit peu, on va remonter un peu. Donc, nous sommes un monde à nous seuls, l'homme est un monde, et il est la représentation d'un monde plus grand. Et pour savoir où l'on va, nous avons besoin de savoir d'où l'on vient. D'où l'on vient, de quel monde venons-nous, d'où venons-nous, où sommes-nous, et notre futur, comment pouvons-nous le créer dans le présent? Ça, c'est une grande question qui concerne l'espace-temps. Et cet espace-temps, il est très, très en vogue en ce moment. Vous trouverez partout des discours sur l'espace-temps. Donc, l'homme n'est pas un abruti définitivement, c'est aussi un futur Dieu. Et il crée par la parole. C'est pour ça que c'est un futur Dieu. Il est capable de créer, et de créer par la parole. Une parole peut guérir, une parole peut tuer, une pensée peut créer. Et cette créativité, c'est notre partie divine. Il faudrait bien la conserver le plus longtemps possible. Donc, il possède en lui, l'homme, une énergie très spéciale, qui est absolument phénoménale, puisque une parole peut changer le monde. Vous avez des personnages qui l'ont fait, comme Gandhi, Mandela, Bouddha, le Christ. C'est la parole qui transforme le monde. Donc, les dieux portent en eux cette créativité, et les dieux portent un nom de planète. Alors, ce préambule étant fait, quelle est la planète qui correspond à l'incisive centrale? On ne l'a pas vu la dernière fois. Eh bien, l'incisive centrale, la planète qui lui correspond, puisque cette incisive centrale est rattachée très très haut au plan cosmique, et elle transmet ce qui a été donné, ce qui a été créé. Cette planète, c'est Gaïa. Gaïa, c'est une présence féminine qui va engendrer. En effet, il n'y a que la femme qui peut engendrer. L'homme, il apporte autre chose, mais la femme engendre. Or, Gaïa, elle engendre des enfants, et elle engendre Uranus, la planète Uranus. Elle engendre Uranus, elle engendre ensuite la mer, Pontos, et elle engendre après les montagnes et les monts. Donc c'est pour ça que on la met aussi en relation avec la Terre. Uranus a été engendré sans mâle, sans géniteur, et il représente le ciel qui va féconder la Terre et qui va l'arroser de ses pluies, disent-ils. Donc c'est très joli. Imaginez une planète, Uranus, c'est la centrale, qui féconde la Terre. C'est le souffle qui va féconder la Terre et qui va l'arroser de ses pluies, de ses eaux. Et puis, ils ne s'arrêtent pas là tous les deux, donc ils vont engendrer des tas de dieux. Mais à ce moment-là, ces dieux sont sur un plan très spécial, hein, et Uranus a un caractère qui n'est pas très facile, et donc quelquefois il est très en colère, donc les enfants qui naissent sont très en colère. Et les premières générations, il faut dire, ils sont assez terribles, pas très sympathiques. Et puis, ils en ont beaucoup, forcément, ils ont une force créative avec Gaïa qui est un phénomène extraordinaire. Et vient Chronos. Chronos, Saturne, la planète Saturne. Alors là, on est sur la latérale. Et la mère, Gaïa, décide de protéger Chronos, car Uranus, qui n'aimait pas trop ses enfants, Gaïa non plus d'ailleurs, elle n'avait pas d'instinct maternel très développé, il avale ses enfants, disent-ils. Bon, alors il faut bien comprendre que ces dieux-là sont dans une dimension qui n'a rien à voir avec la nôtre. Nous, on est complètement densifiés, collés à la matière. Eux, ils sont dans une espèce de gaz.
Et donc, quand il avale, ça veut dire qu'il prend dans cette forme gazeuse énorme, difficile à percevoir, il prend ses enfants. Et Gaïa, pour protéger Chronos, lui donne une faucille, certains diront en or. Et il coupe à ce moment-là les testicules de son père et il les jette dans la mer qui a été créée par Gaïa. Alors il y a une image très jolie, c'est que ces testicules vont à ce moment-là engendrer l'écume de la mer, et cette écume de la mer va engendrer les filles de Vénus, qui vont habiter un espace sur une île. Chronos va essayer de les rejoindre, mais n'étant pas généré sur le même plan, il ne va jamais pouvoir rejoindre ses filles de Vénus. Donc Chronos, c'est quelque chose qui est lié à un plan de la création très élevé, et on a vu ça dans la vidéo précédente. La latérale et la centrale, ce sont des dents qui sont reliées au plan cosmique, hein, et donc il ne va pas pouvoir les rejoindre. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là avec Chronos? Il appartient aussi à un côté féminin. La femme doit être dans la rigueur et la nécessité. On retrouve ça notamment chez les attributs de la Vierge. La Vierge, c'est un principe féminin qui est au-dessus de la femme actuelle et qui est dans la rigueur, la nécessité et aussi l'amour. Mais un amour impossible sur le plan humain, comme Chronos, impossible sur le plan humain. Et ce qu'il faut retenir aussi de cette légende, c'est que Chronos a dû se séparer de son géniteur pour pouvoir exister. C'est ce qui arrive au moment, vers 6 ans, au moment où la latérale apparaît. L'enfant doit se séparer de ses géniteurs. Il va à l'école, il apprend, il a un nom. Il doit dire « je m'appelle X ou Y ». Et donc il doit quitter le monde parental pour pouvoir exister en tant que tel. C'est un sacrifice qui est un peu douloureux, et puis soutenu par l'amour de sa famille, il passe l'épreuve. Donc comment se séparer? Ce qui est une épreuve qui est placée au niveau de l'âme, puisqu'on est sur ce plan cosmique, et c'est une épreuve pour que l'âme grandisse. Et puis l'enfant, à ce moment-là, à 6 ans, il va aussi mettre en place ses premières molaires. On a à la fois les incisives centrales, latérales, voilà, et les premières molaires. Quel est le rapport entre les deux? On va le voir dans la prochaine vidéo. Et elle est importante puisque elle est juste avant l'adolescence, les 11 ans, 12 ans. Donc cette épreuve, quitter les parents, pouvoir s'assumer, trouver cet espace et ce temps, l'espace-temps, cet espace où on va pouvoir incarner son essence dans un espace matériel pour pouvoir exister soi, se rattacher à son âme, à son anima, et pouvoir entrer dans l'adolescence en ayant cette force à l'intérieur de soi. Voilà. Bon, alors ce que je peux aussi aborder maintenant, qui est une relation qui est assez intéressante, c'est la relation entre l'incisive centrale latérale et les lettres hébraïques. Donc on a vu que les géniteurs, c'est vraiment ce qui vient du haut, c'est le 1. C'est la lettre Aleph, le 1. Aleph. Aleph a une forme très particulière. Toutes les lettres hébraïques sont inscrites dans un carré, lui non. Il peut s'envoler, il peut aller partout, comme la fleur du pissenlit, il peut se voyager. Et c'est même pas une lettre, c'est un souffle. Ha, ha, ha. C'est un souffle, c'est quelque chose qui tourne. Alors il s'écrit avec un trait qui est oblique, c'est-à-dire une descente de ce qui est du ciel vers, mais pas encore vers la terre. Chaque lettre hébraïque est inscrite non pas sur la ligne inférieure, mais elle démarre de la ligne supérieure. Et elle démarre par une lettre très particulière, un yod.
Le yod, en fait, c'est le cercle, c'est la vie. Et quand cette vie s'ouvre, on a comme une petite virgule. Hein, on fait une petite virgule comme ça. Donc elle a ce qu'on appelle un kof, déjà au début, qui est attaché sur la ligne supérieure. Et puis ce trait va se répondre pour constituer une lettre. En ce qui concerne le aleph, en plus du trait, on a 2 yods. En fait, ça n'est qu'un. On a un yod qui descend comme ça, qui va descendre, qui va rejoindre ce trait oblique, descendre, descendre, puis remonter pour s'exprimer plus bas. Et ce mouvement de descente et de remontée, eh bien, ça m'a fait penser en embryologie au mouvement du rein. Le rein, c'est quand même un organe qui contient toute notre vitalité, notre immunité, et c'est la base de notre colonne vertébrale qui nous permet d'être debout. Hein. On n'est pas des êtres qui s'arrêtent à la taille. Ce sont les reins qui nous aident. Donc le rein en embryologie, c'est très curieux, c'est que le rein descend jusqu'aux organes inférieurs, il remonte jusqu'à la gorge, et il va redescendre pour se placer là où il est maintenant. Et le aleph, on constate cette descente et cette remontée pour pouvoir à nouveau exister à l'extérieur. Alors je vais vous mettre un dessin d'une statue que j'ai vue au Vietnam, enfin c'est pas moi, c'est ma fille, et elle me l'a ramené la photo, qui représente le aleph. Pourquoi les lettres hébraïques sont-elles importantes? Alors, elles sont importantes parce que chaque lettre va permettre de commencer la Torah. La Torah, c'est le livre sacré, le livre hébraïque, le livre de la création. Donc, la lettre qui va commencer le livre de la création va induire sa qualité dans toute la création. Aussi, au moment de cette création, chaque lettre est appelée ou vient se présenter. Et puis, c'est la lettre bête. Nous allons le voir, la lettre bête, la latérale, qui est choisie. Et il n'y en a qu'une qui ne se présente pas, c'est le aleph. Aussi, le saint, béni soit-il, dit « Aleph, tu ne t'es pas présenté. » Non, dit-il, je ne me suis pas présenté car tu as choisi aleph, tu as choisi bête, et il ne sied pas de s'imposer. Alors, il lui a dit « Écoute, tu seras la lettre la plus importante de la Torah. Tu seras partout et rien ne pourra être fait sans toi, car tu es le un, l'unité. » Donc, on retrouve ça avec la latérale. Et la lettre bête a été choisie. Alors, la lettre bête, elle est très simple, elle se fait un petit dessin comme ça, avec un pied. Et ce pied a un retour en arrière. La lettre bête, B comme bénédiction, Ben, le fils de, le bébé, le berceau, le bateau, tout ce qui va recevoir la vie. Et la bénédiction, on donne la vie à ses enfants. On bénissait le pain autrefois, en faisant une croix sur le pain, qui était la nourriture très importante. Et ce petit pied-là, pourquoi? Eh bien, on considère que le 1 a créé le 2, hein, les ancêtres nous ont créé nous, et puis nous nous souvenons d'où nous venons. La fille se souvient du père, sur un plan archétypal, et elle est happée vers le père. Il y a cette oscillation permanente entre la fille, le père, la fille, le père. Cette oscillation, on la retrouve dans la première manifestation de la vie au niveau de l'embryologie. Cette oscillation qui se retrouve au niveau du sang, au niveau de l'onde cérébrale. Et c'est ce mouvement rythmique qui va nous signifier que nous sommes toujours en vie. Néanmoins, pour arriver à être présent sur d'autres plans, on a vu que les incisives centrales et latérales sont reliées uniquement au plan cosmique, il va falloir qu'on accède aux autres dons pour arriver sur un plan humain. À ce moment-là, la fille doit se séparer du père. Et on voit bien, il est dit justement dans les Écritures, que l'inceste, justement, est proscrit parce que la fille ne se sépare pas du père et elle ne peut pas accéder à un monde autre que le père. Donc, bête, la fille qui va se souvenir d'où elle vient,
avec cette oscillation et ce mouvement, et qui doit quitter pour exister cette relation avec le Père et pouvoir se répandre dans un monde qui est inférieur, avec une vibration différente, avec une existence différente. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt.